Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro du tribunal de l'actualité. Merci de nous recevoir chez vous à travers les médias leaders True TV, Watt FM, la radio urbaine. Nous sommes également accessibles sur les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scalet de Drago. Mesdames, Messieurs, bonjour. Et sur ce plateau, j'ai également avec moi les deux juges au siège, Bernard Bougma, Geoffroy Vaha. Bonjour, Monsieur les juges. Bonjour, Président. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, Madame, Messieurs. Bonjour juge Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Pour cette convocation, nous avons retenu deux sujets. Le premier est relatif à la crise à l'École nationale de santé publique. Le SINCHA, Syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale section Kadiogo, tire la sonnette d'alarme et demande la suppression pure et simple de la soutenance litigieuse. Source de cette crise de confiance entre les encadreurs des attachés de santé en anesthésie et réanimation et la direction générale. Nous allons également parler des élections au Niger avec la victoire de Mohamed Bazoum au second tour avec 55,75% des voix, une victoire contestée par l'opposition. Mais avant, nous allons, comme à l'accoutumée, ouvrir cette émission avec la première partie, les avant-propos. Juge Bougma, vous avez la parole pour les avant-propos. Merci, Président. J'ai deux avant-propos. Le premier avant-propos va concerner la situation des étudiants, de nouveaux bacheliers, donc burkinabés qui sont rentrés de l'extérieur, notamment ceux qui sont venus de la Côte d'Ivoire, compte tenu de la différence du système éducatif. Il y a plus de 500 qui sont restés sur le carreau et qui ont des difficultés pour pouvoir s'inscrire. Certains, c'est pas validé, d'autres, c'est validé et ont même été expulsés des cours pour fraude. Voilà, donc, parce que dans la plateforme qui a été effectivement mise en ligne, puisqu'ils s'inscrivent maintenant sur cette plateforme avant de venir, c'est dans les histoires de remplissage des moyennes que le problème se pose. Parce que ce qui est demandé, c'est la moyenne au bac. Chose que leur système effectivement ne permet pas de prendre en compte parce que là-bas il y a ce qu'ils appellent la moyenne de passage ou la moyenne de classe. La moyenne de classe, pardon. Donc ça crée effectivement un déséquilibre. Et j'ai dit, et même pour 500, il y a 500 qui sont plus de 500. Certains même avaient commencé les cours au département de médecine, mais ont été finalement renvoyés. Et certains sont pratiquement radiés de l'université de Joseph Kizerbo pour fraude. Ce qu'il y a, c'est de regarder effectivement ces choses-là à la loupe. Nous avons une représentation diplomatique à Abidjan, donc il y a une ambassade à Abidjan qui peut regarder clairement pour voir est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai. Deuxième niveau d'élément d'appréciation, dans ce gouvernement, vous avez des gens qui ont fait leur classe en Côte d'Ivoire. Certains ont terminé pratiquement le secondaire avant de venir, donc sont rentrés au Burkina avec le bac en main. En sortant le système, c'était pareil, donc il n'y avait pas de problème, il n'y avait même pas de plateforme web et tout. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est monsieur qui siège dans le gouvernement? Parmi ceux qui s'occupent d'ailleurs de l'éducation, il y a un aussi qui a un pied à Abidjan, le professeur Waro. Donc, parmi ceux qui siègent dans le gouvernement, et même le ministre de la fonction publique également, donc parmi ceux qui siègent dans le gouvernement, et la représentation, avec notre représentation à Abidjan, par le truchement du ministère des Affaires étrangères et l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution? D'accord. Jusqu'à ce que des étudiants s'organisent avec un président pour l'intégration des étudiants bacheliers venus de l'étranger pour pouvoir trouver une solution. Et la question aussi, si c'est une fraude qui va regrouper plus de 500 étudiants, c'est que quand même en Côte d'Ivoire, ça ne va pas. C'est ça aussi la réalité des faits. Si tant est que c'est réellement de la fraude qui va impliquer jusqu'à plus de 500 étudiants, alors là c'est un vaste réseau à démanteler ou qui a été démantelé pratiquement. Donc il y a aussi la crédibilité, tout ce qui va avec cette information-là, tout le suivi qui va avec, qu'effectivement il faut regarder de près. Sinon, compte tenu de la différence des systèmes, nous allons laisser des Burkinabés sur le carreau, alors qu'ils ne sont que victimes d'une situation, de deux situations. Et un système scolaire de l'autre côté qui marche, arrivé au pays qu'on ne le connaît pas, mais qui sont aussi des Burkinabés. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est la qualité du baccalauréat qui est mise en jeu ou c'est le système qui pose problème? Parce que sans ce système, les mêmes qui ont réussi pouvaient aussi réussir avec ou sans ce même système-là. Parce que beaucoup ici ont réussi avec l'ancien système. Donc il n'y a pas de raison également que même si c'était avec l'ancien système, qui ne passe pas. Donc il y a, j'ai dit bien à regarder de près parce que ça met à mal
une situation qui est là. Le système d'un pays, vous avez aussi vos compatriotes qui sont là. Et alors que je dis, ce n'est pas des interlocuteurs directs qui manquent. Voilà. Et l'année universitaire est en train s'avance. Il y en a qui n'ont pas cours, d'autres sont envoyés. Entre espoir et quand vous venez, il y en a qui foulent pour la première fois le Burkina Faso. Vous êtes dépaysés. S'il faut ajouter à cela le stress du risque d'une année universitaire qui ne va pas marcher, vous regardez l'avenir avec ou sans diplôme d'abord, ce n'est pas évident dans ce monde-là. Et donc vous regardez déjà un avenir qui est en train de vous échapper. Il y a de quoi effectivement être suffisamment stressé. Et alors que c'est des choses dont on pouvait faire l'économie. C'était ça mon premier avant-propos. Merci, juge Bougma. J'ai dit que j'ai 2 avant-propos, sauf si vous ne me permettez pas le deuxième. Allez-y, il n'y a pas de souci. Mon deuxième avant-propos a trait à ceux qui avaient défrayé la chronique en août 2018. Et on avait découvert avec toute l'armada de la gendarmerie devant son domicile qu'il avait impliqué avec d'autres Burkinabés, dont un des forces de défense et de sécurité militaire d'ailleurs. Il s'agit de l'affaire Safiatou Lopez. J'ai dit bien qu'il avait défrayé la chronique, qui avait été effectivement accusé de déstabilisation et autres. Donc, dans la dernière livraison du courrier confidentiel, elle-même, elle a repris sur sa page blanchi. Donc, madame a été blanchie devant la justice burkinabé. Donc, on a eu beaucoup de bruit, beaucoup de sueur froide, beaucoup de suppositions pour rien. En son temps, à l'introduction de l'émission, donc, quand on a jugé, j'avais dit si c'est vrai, c'est grave. Si c'est faux, c'est grave. Parce que les faits sont tels que, si c'est vrai, il fallait également suffisamment de cran à Dame Lopez pour pouvoir opérer une telle affaire. Et c'était grave parce qu'on venait de sortir d'une transition, d'un coup d'État qui n'a pas marché et qui, ce genre de trouble n'augurait pas de lendemain meilleur pour le Burkina si on doit replonger dans ce trouble-là, sans oublier qu'il y a eu l'affaire de Yimdi. Et donc, j'avais dit également c'est grave. J'ai dit, mais si c'est faux, si c'est un montage, juste parce que effectivement c'est une dame dure à cuire, il faut trouver, quoi qu'il en soit, quelque chose pour mettre à son actif. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver mieux avec suffisamment d'intelligence? Mais s'il faut passer par cela, parce que c'est une humiliation, c'est un risque, il y a des parents qui regardent, qui se perdent, il y a des enfants qui sont là désabusés. Si également c'était un montage pour aboutir à casser une dame, j'ai dit aussi c'était grave à l'époque. Donc aujourd'hui, bon, c'est une affaire qui est finie, elle est blanchie, bon, tant mieux. Mais en même temps, on ne saura pas réellement les dessous pour le moment. C'est sûr qu'on va en savoir. Mais pour le moment, on ne sait pas de quoi est-ce que réellement l'affaire a retourné. Qu'est-ce qui s'est passé? Avons voulu couper les ailes à quelqu'un à un moment donné de l'histoire du Burkina qui se croyait très forte, très puissante? Ou bien on a trouvé comment on appelle ça, un système d'arrangement pour passer à autre chose. Comme on est en train de parler de conciliation, il faut solder certains comptes qui en réalité ne sont pas des comptes. Et il y a beaucoup de dossiers au niveau du Burkina qu'il faut vite vider. Pour terminer avec ces dossiers qu'il faut vite vider, prenons par exemple le dossier des anciens ministres de Blaise Compaoré, qui sont dans une situation de ni jugés ni condamnés, mais qui ont affaire à une justice, la haute cour de justice, qui a pris 5 ans depuis 2015. Pratiquement 2016 où les mises en accusation étaient faites, relire la loi, mais qui sont là, qui retournent les pouces. Certains même ont de la peine à avoir. Alors, qu'est-ce que finalement, qu'est-ce qui est reproché? Est-ce que la justice ne peut pas accélérer pour vider rapidement? S'ils sont condamnés, purgent leur peine. S'ils ne sont pas condamnés, on les blanchit pour continuer à autre chose. Mais ce sont en même temps des dossiers qui cristallisent les passions, qui énervent beaucoup. Et ça chauffe la République aussi pour rien, à l'arrivée. Merci, juge Bougma, pour ces 2 avant-propos. Nous allons passer la parole à juge Vaha pour ce qu'il a pour nous comme avant-propos ce matin. J'ai un avant-propos. Cela va concerner le Congo avec Denis Sassou Nguesso. Mais avant, je voulais rebondir sur l'un des avant-propos de Bernard Bougma parce qu'on avait abordé le sujet dans nos sessions d'information sur les 500 étudiants venus de Côte d'Ivoire. Je pense qu'on avait pu avoir l'administration qui nous a expliqué que si les étudiants parlent de confusion de moyenne, eux, ce qu'ils retiennent un peu, c'est-à-dire ils sont au courant parce qu'ils se sont déjà rencontrés, ils ont discuté, ils savent qu'il y a eu une méprise sur la façon de renseigner les documents. Mais eux retiennent la faute parce que c'est-à-dire que ce qui est inscrit et renseigné n'est pas la moyenne en fait de l'étudiant. Bon, il y a un problème parce que quand vous regardez aussi à la réalité les documents après le bac
qu'on donne pour les points que les élèves ont, ceux qui sont reçus au bac, c'est pas une moyenne, c'est un nombre total de points. Donc souvent quand on leur dit moyenne, soit ils se disent c'est ce qu'ils ont eu toute l'année en classe, voilà, ils font difficilement comment dire ça, le lien avec la moyenne, alors qu'avec la moyenne au bac, c'est quand même aussi le nombre de points que vous avez à diviser par le nombre de coefficients. Ça tombe aussi sous le sens. Ça, c'est une réalité, parce que quand l'administration le dit, pour des élèves de terminale, ça devrait tomber sous le sens. Mais quand on se retrouve dans une situation où il y a plus de 500 personnes qui ont renseigné de la même façon, ça veut dire aussi qu'il faut reconnaître qu'il y a une communication peut-être qui n'est pas passée. Donc, il y a une incompréhension. Et si tant est vrai que ils ont discuté et les uns et les autres ont compris que ce n'est pas de mauvaise foi que les renseignements ont été donnés, mais c'est sur la base de ce qu'ils ont comme courant pour n'avoir pas bien compris. Donc ça veut dire que le message peut-être aussi n'est pas bien passé. Donc c'est pas des cas isolés. Je lui dis, à un moment donné, on peut prendre quand même certaines choses en compte. J'espère qu'ils vont trouver des justes milieux, parce que comme disait Bernard, c'est très important, quand on vous dit de go comme ça, comme vous avez mal enseigné, attendez l'année prochaine, ça veut dire que vous avez un an à passer sur le carreau, c'est pas rien. Et 500 personnes, pour 500 personnes, c'est quand même important. Donc je pense que même quand on dit que le processus de renseignement, ça se fait pendant une période, après on fait les dépouillements et tout, on peut toujours refaire les choses, parce qu'il s'agit de carrières, il s'agit d'avenir qui sont en train de se décider ici et maintenant. Et on peut être indulgent et on peut revoir la chose, d'autant plus qu'ils ont ouvert la discussion. D'accord. Donc je pense que, et j'espère qu'ils vont ça va pouvoir aboutir, parce que quand on écoute les uns et les autres, il y a une question d'incompréhension, c'est ce qui ressort. Et même si d'écouter de l'administration, on se dit qu'à partir du moment où ce qui a été renseigné n'est pas ce qui est, donc c'est fraude. Ça, c'est une déduction, ça aussi qui se tient. Mais j'espère qu'ils vont trouver un juste milieu. Je disais que j'ai, comme avant-propos, la question du Congo. Voilà que le 21 mars prochain va commencer la campagne, donc la course à la présidentielle. Et puis, il y a un monsieur, Denis Sassou Nguesso, 77 ans, qui est candidat. Bon, je ne sais pas qui va le bousculer, hein, parce que ça semble être un boulevard tout tracé pour lui. Et quand vous regardez, ça va lui faire, s'il commence son mandat, il va rentrer il va pouvoir faire les 40 ans, c'est-à-dire les 4 décennies au pouvoir. Et quand vous regardez, je lisais l'article de Jeux d'Afrique très intéressant d'ailleurs là-dessus. Et le président qu'il va bientôt rejoindre, c'est Théodoro Obiang Nguema, qui lui est arrivé au pouvoir en 79, Paul Biya en 82, donc le Camerounais, et puis l'Ougandais Yoweri Museveni en 86. C'est un secteur très fermé, hein, qu'il risque de pouvoir rejoindre maintenant avec ce tout mandat qui s'ouvre devant lui. Mais vous verrez, c'est comme si c'était un fleuve tranquille, hein. C'est pas comme peut-être ailleurs ou ici où on a vu des remous et tout. Il y a des voix, mais souvent aussi la plupart de ces voix là sont sorties du pays, quoi, pour sauver leur vie, et donc ça devient un peu difficile. Donc c'est un 4e mandat qui est en train de s'ouvrir. Moi je trouve que c'est des pages tristes. Dieu merci, on a un autre sujet qu'on va aborder, c'est le Niger, qui donne peut-être un peu d'espoir, mais dans une petite douleur, puisque les résultats ne sont pas forcément acceptés par tout le monde. Mais bon, voilà un autre futur pour un pays encore africain dans lequel il y a peut-être à penser encore qu'il y a une seule solution pour le pays. Et au Congo, apparemment, c'est notre ami Denis Sassou. D'accord. Vous l'avez dit, nous allons parler de la situation au Niger avec ce pays-là qui est en passe de donner, je dirais, une leçon de démocratie. Mais avant, nous allons évoquer un sujet concernant l'École nationale de santé publique où la crise est loin de connaître son épilogue. Dans une déclaration parue le 23 février dernier, le syndicat national des travailleurs de la santé humaine et animale, section Kadiogo, demandait la suppression pure et simple d'une soutenance à problème. C'est d'ailleurs cette soutenance-là qui a mis le feu de poudre, comme on l'a dit. Les filières anesthésie et réanimation sont affectées. C'est vrai que le cours a repris, mais avec ce qu'on a eu comme déclaration, on peut dire que le feu couvre. Alors, Geoffroy, est-ce que ce n'est pas une crise de trop? À regarder ce qui a été dit dans cette déclaration-là, c'est une crise qui n'a que trop duré. Oui, moi je pense qu'on avait déjà reçu sur ce plateau-là des apprenants de l'école qui avaient posé le problème et qu'on avait disséqué sur le tribunal de l'actualité dans tous ses pourtours et ses contours. Et on se rend compte que la crise,
elle est quand même aussi profonde, quoi qu'on dise. Et puis, il y a un effet aussi, soit amplificateur, soit déclencheur. C'est la question d'une soutenance qu'ils ne comprennent pas. On a entendu sur certaines zones, je pense que c'est le premier responsable de l'école, c'est Docteur Paré, qui disait que c'était son pouvoir discrétionnaire. Bon, mais ça pose problème. Parce que pour des personnes qui ont des difficultés à avancer, parce que sur la question des curricula, il y a des éléments qui sont remis en cause. Sur les questions des volumes demandés, il y a des remises en cause. Les enseignants eux-mêmes se disent être en porte-à-faux avec, comment on appelle, une dynamique voulue pour une soutenance qu'ils ne comprennent pas. Ça devient compliqué. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs problèmes dans le problème. Et ces apprenants qui ne demandent qu'à être à l'aise pour continuer se retrouvent pris entre deux feux. On a l'impression, entre un monde enseignant, entre une direction, et puis ceux qu'ils ont comme, je ne sais pas comment je pourrais l'appeler, un conseil d'éthique qui s'occupe des questions académiques et qu'il y a dans les curricula, ils sont pris entre plusieurs feux. Et c'est une situation qui est vraiment difficile là-bas. D'accord. Alors, Juge Bougma, pour certains, c'est le silence du ministère de la Santé sur ce sujet-là qui inquiète. Comme on l'a dit, il y a eu près de 2 mois d'arrêt de cours avec les encadreurs qui estimaient justement que tant que cette histoire de soutenance n'est pas tirée au clair, pas de cours. Après quelques jours de dialogue, les cours ont repris, mais quand on voit, comme on l'a dit, la déclaration du SINCHA, il y a de fortes chances qu'on ait à nouveau un blocage. Oui, mais bon, on ne peut pas dire que le ministère de la Santé ne s'est pas impliqué. Silence, oui, parce qu'on n'a pas entendu de compte rendu qui sortent de ce ministère par rapport à cela. On n'a pas entendu également de communication formelle liée à cette crise. Mais bon, c'est aussi l'administration burkinabé beaucoup plus dans l'omerta. Donc maintenant, est-ce qu'il y a une crise qui peut pointer? Bon, si ça n'a pas été bien réglé naturellement, j'ai toujours dit, les conflits au travail, les crises, bon, moi je ne les crains pas. C'est la façon de les gérer maintenant qui peut soit faire grandir la structure ou faire plonger la structure. Et donc, nous sommes dans une telle situation. Effectivement, si les conditions de la reprise des cours n'ont pas été bien négociées, si chacun n'est pas allé avec la bonne foi, parce que ça, c'est un élément aussi qui est important, si les uns et les autres ne sont pas allés avec la bonne foi, naturellement, ça va rattraper, la machine va gripper. Donc, effectivement, si ils ne se sont pas accordés, en toute sincérité, ça va pas étonner. Donc, cette crise qu'on croyait derrière nous, je dis bien, pourrait nous rattraper, tout comme il peut ne rien avoir. Voilà. Alors, Juva, est-ce que le secteur de la santé ne pouvait pas se passer de cette mauvaise publicité-là? Oui, il pouvait se passer de cette mauvaise publicité-là, mais bon, on est de plein pied dedans. Et on se rappelle que rien que le 15 janvier dernier, c'était Émile Paré, le docteur, qui faisait le point un peu de son établissement, de cette École nationale de santé publique. Et puis moi, je vais vous rappeler ce qu'il disait un peu. Bon, c'était comme si tout allait un peu bien dans le meilleur du monde. Il disait que, il a rappelé que les examens de fin d'année, c'est 2019-2020 à l'INSP, ont été fructueux, comme dans les années antérieures. Il parle des différents candidats présentés. Bon, il donne des taux de réussite de 99,06% et tout. Bon, c'est comme si tout allait quand même assez bien, alors qu'on sait qu'il y a un problème qui couvre. Peut-être qu'on va revenir après dans les détails sur ce qui est les greffes, ce qui est reproché aux uns et aux autres. Mais tout à l'heure, vous posiez une question qui était intéressante à Bernard Bougma. C'est le ministère, qu'est-ce qu'il dit dans tout ça? Quand vous êtes face à une situation qui est aussi compliquée et qui empêche d'avancer, je crois que même si vous avez des actions, comment dire cela, des actions que vous menez sous cap, c'est bon aussi qu'on sente aussi l'évolution des choses. Parce que s'il y a le SINCHA qui sort aujourd'hui, qui commence à adoucir le ton, ça veut dire que rien ne va. On avait reçu ici les étudiants qui disaient quoi quand vous les écoutez, ils sont très mal à l'aise, ils ne veulent pas être dans la posture de bloquer pour dire que non, s'il n'y a pas ceci, nous on ne fait pas cela, s'il n'y a pas ceci, on ne fait pas cela, parce que ça implique aussi leurs encadreurs. Donc du coup ils sont très mal à l'aise. C'est-à-dire que c'est un problème qui a plusieurs facettes.
ils ne sont pas dans la dynamique de tout bloquer, mais s'ils y sont contraints, à un moment donné, ils risquent d'y arriver. Mais bon, quand c'est comme ça, il faut trouver des justes milieux, il faut aller vite. Et je crois qu'aller vite, c'est à un moment donné, qu'on sente qu'il n'y a pas une inertie. On sent que vous avez une... Parce que le ministère, c'est celui qui est la tutelle, c'est celui qui chapeaute. Quand il y a un problème, on doit sentir qu'il le prend à bras le corps. On entend que le directeur qui sort, qui s'explique, et puis pour qui on a l'impression que le vin est tiré, il faut continuer. Alors qu'il y a une crise qui continue de couver. Donc moi je trouve que ça doit bousculer peut-être un peu plus. D'accord. Pas bousculer, pas que ça chauffe en interne. Au niveau du ministère du tutelle, qu'on le sente vraiment, qu'on le sente beaucoup plus. Alors Bernard Bougma, pour une sortie de crise, on parle de dialogue, mais quand on voit la durée que cela a pris, on se pose un certain nombre de questions. Finalement, qu'est-ce qui fait ce blocage-là? Justement, même nous n'avons pas pu savoir ce qui faisait blocage quand nous avons invité les délégués comme on appelle, les filières concernées, qui sont arrivés. Ils disent sur le plateau, ils ne comprennent pas. Donc les cours ont été arrêtés, les cours coulants ont été arrêtés, tout le programme a été arrêté parce qu'il fallait aller au système LMD. Donc 80% des cours, selon ce qu'ils ont dit, ont été dispensés. Mais ça a été dit sur ce plateau. Et c'est après la soutenance que ces problèmes sont revenus à la surface. Donc problème de soutenance au départ, on débouche sur le contenu, sur la formation. Donc ce qui fait que aujourd'hui, on a deux problèmes qui sont partis d'une crise. C'est pourquoi j'ai dit, les crises dans une structure, dans une famille, dans une entreprise, la crise n'est pas le problème. C'est la façon dont vous gérez, c'est comment est-ce que, quelles ressources vous mettez pour que. Voilà, il y a eu soutenance, il y en a qui demandent l'annulation. En même temps, le débat sur le contenu pour aller au système LMD a commencé à poser problème. Parce que d'abord, sur le point principe, LMD, il y en a qui ne veulent pas entendre parler. Quand l'université de Ouagadougou a commencé LMD, nous avons vu les crises et dans quelle situation elle est aujourd'hui. Qui trouve également ses explications dans la question de LMD. On s'est battu pour rien, finalement on y est, mais à quel prix? Donc, ici également, il y en a au départ qui n'étaient pas d'accord. Mais bon, qui après explication, finalement on finit par faire avec parce que c'est une harmonisation qui tend à l'international pour rendre également nos, comme on appelle ça, ceux qui vont être formés beaucoup plus compétitifs. Mais aussi, ça pose également d'autres problèmes. Parce que vous regardez, ils sortent maintenant avec d'autres diplômes qu'on appelle licence, master ou doctorat. Donc, quelqu'un qui sort, qui a maintenant le statut de licence, c'est-à-dire qu'il n'est plus appelé infirmier diplômé d'État, mais c'est une licence, j'ai oublié l'appellation exacte, mais c'est une licence qui tient entre les mains. Ce qui veut dire que sur le plan rémunération, ça va changer. S'il doit faire également un autre diplôme encore, ça va être un master. Donc sur le plan rémunération, ça va changer. Il y a un coût. C'est vrai que la fonction publique hospitalière a fait avancer les lignes, donc il y a un coût. Mais en même temps, il arrive à un niveau aussi avec certains qui étaient dans le domaine et qui peut-être lui dispensaient de cours et à un moment donné peuvent être à peu près au même niveau. Ça peut poser également parfois des problèmes de complexe liés au leadership, infériorité ou supériorité. Bon, dans les explications, il y en a également qui disent que cette affaire aussi est sur la table. Et donc il y a beaucoup d'autres éléments qui sont en arrière-plan. Donc c'est comme on parle d'iceberg. On ne voit que 20 ou 30%. Les 80 autres % sont enfouis. Et donc en réalité, la soutenance est venue mettre à nu d'autres crises qui étaient là ou d'autres problèmes qui étaient là et qui peut-être cherchaient un moment pour effectivement sortir. Vous écoutez également ceux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord, ils vous disent c'est la façon de dispenser les cours. Parce que le problème c'est beaucoup plus posé au niveau des réanimateurs, donc l'anesthésie-réanimation, qui vous disent ils vont faire la première année c'est un tronc commun. Et après, ils vont passer plus de temps au niveau du tronc commun et moins de temps dans la matière qui les concerne exactement, comme l'anesthésie-réanimation, où en temps normal, c'est par là-bas qu'ils devraient prendre plus de temps, puisque c'est là-bas qu'ils vont exercer. Donc, et qui estime que compte tenu du fait que le programme a été taillé comme ça, il y a eu une inadéquation
Donc monsieur sort mieux formé dans les questions de tronc commun, mais moins aguerri dans son domaine comme on appelle ça, d'exercice. Donc il y a ces problèmes de fond également qui sont pertinents, qui ont effectivement été soulevés. Ensuite, il y a le document qui valide les modules, le volume horaire, qui est également pointé du doigt par les détracteurs, qui disent que le document n'a pas été validé même par l'OAS. Alors que au niveau de l'école, ils disent que c'est ce document qui leur a été présenté et qui dit que c'est sur la base de ce document qui a été validé. Et donc, les cours sont dispensés sur cela. Sauf que l'OAS qui a bobo, pour certains disent que c'est pas vrai. Et c'est pas vrai, le document n'est pas venu là-bas et que c'est pas validé. Dans ces conditions, deux questions. Est-ce qu'on veut aller rapidement ou on tente un passage en force? Si réellement on veut aller au système LMD, bon, aujourd'hui, tout porte à croire que la marche arrière n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le temps, effectivement, de parfaire la machine avant d'avancer. Bon, comme tout bon francophone, tant que la machine n'est pas parfaite, ils ne veulent pas bouger. Mais les anglo-saxons, eux, c'est learning by doing. Ils tirent, ils rectifient et ils y vont. Bon, alors, à partir du moment où le tir a été déjà engagé et qu'on constate maintenant des insuffisances, est-ce que ce n'est pas plus aisé dans ces conditions-là de régler facilement? Puisque en ce moment, vous voyez les points d'achoppement, vous voyez là où effectivement il y a de la difficulté. Si c'est le volume horaire, c'est facile de dire avec tel volume horaire, pour quelqu'un qui va sortir comme anesthésiste, réanimateur ou ceci, ce n'est pas indiqué, il faut revoir. Le tronc commun est trop volumineux ou il est moins volumineux? Est-ce que ces questions-là, on ne peut pas les mettre sur la table, les régler pour ce qui concerne les curricula, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Pour ce qui concerne le contenu, le volume horaire, le programme général pour aller au LMD, ça c'est un premier point. Et deuxièmement, maintenant, par rapport aux autres questions qui avaient été effectivement soulevées, les moyens, parce que qui parle des LMD parle de recherche. C'est pourquoi d'ailleurs il y a moins de voilà, parce que quand on parle de LMD, c'est beaucoup plus l'initiative de la recherche personnelle de l'apprenant qui est mise en jeu. Parce qu'on estime qu'il est arrivé à un niveau où il n'a pas besoin de quelqu'un qui soit en classe avec lui de 7h à 12h et de 15h à 17h, du lundi au vendredi, avec parfois des rattrapages les samedis ou les jours fériés. Et qu'on lui dispense le minimum, et sur la base de ce minimum-là, il a le minimum nécessaire en termes d'intellect et en termes de savoir-faire pour aller rechercher lui-même. C'est vrai. Mais aussi, il ne faut pas perdre de vue que la recherche ne va pas se faire comme ça, il faut des moyens de recherche. Le premier outil, c'est Internet aujourd'hui. Où dans tous les domaines, vous pouvez trouver des vidéos, vous pouvez trouver des tutos, comme on les appelle, pour vous initier. Bon, beaucoup sont pratiquement des autodidactes dans le domaine web comme ça. Ils ont quelques notions, le reste ils cherchent les tutos dans le domaine et tout. Donc aujourd'hui, dans presque tous les domaines, vous avez effectivement sur Internet des cours en ligne, comment on appelle ça, des exemples, des vidéos qui démontrent comment est-ce qu'il faut faire ça, il y en a, mais ça a un coût. Sur votre téléphone, quand vous voulez lire des vidéos, vous voyez ce que ça donne comme consommation sur le méga. Si votre téléphone il n'a pas un bon système, non seulement ça va ramer. Si le téléphone a un bon système et que vous n'êtes pas, vos mégas ne sont pas bien, compte tenu du fait de la qualité du système, ça va jouer également sur les mégas. Alors, il faut équiper l'école de façon, comment on appelle ça, conséquente. Et pourquoi pas une ouverture à l'international, comme ce qui est en train d'être expérimenté à l'ENAM. Donc avec des amphis connectés où vous pouvez être en salle et puis suivre un professeur au Canada ou en Allemagne ou en Belgique ou en France en train de donner cours, et le même cours pour faire le diplôme à partir de Ouagadougou. À l'heure du cours, vous êtes installé dans l'amphi, il y a un écran, monsieur il donne son cours de l'autre côté, vous êtes là. Et ça demande un équipement. Et donc je pense qu'il y a effectivement des problèmes de fond que la seule question de la soutenance ne peut pas régler. Parce que même si aujourd'hui on a réglé la question de la soutenance, ces questions de volume horaire, de contenu de cours que je parle, sont toujours sur la table. D'accord. Alors juge, c'est vrai, Bernard l'a dit, la question de la soutenance a peut-être été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais est-ce qu'au fond, ce n'est pas une opportunité pour réfléchir même sur le contenu et les curricula dans les écoles professionnelles que nous avons au Burkina?
Non, mais peut-être même que la soutenance est révélateur de ce qu'il y a comme conflit, pas entre les étudiants et le reste, c'est-à-dire l'administration, le corps enseignant et les encadreurs, mais peut-être entre encadreurs même et l'administration, ou bien même la société savante et autres. Parce que quand vous regardez, je reviens toujours au point de presse du docteur Émile Paré lui-même, qui dit très clairement que dans ce système-là, celui de l'OAS, Organisation Ouest-Africaine de Santé, il dit que toutes les spécialités font tronc commun en première année. Et c'est à partir de la deuxième année que les spécialités se séparent. Donc, l'an passé, nous, qui parle de lui et son administration, avons fait tronc commun de toutes les 12 spécialités conformément au programme de l'OAS. Cette année, chacun est allé dans sa spécialité. Et dans la spécialité, comme il dit, d'anesthésie, les élèves ont commencé le cours en mai. Et la société savante nous a signifié par écrit qu'elle suspend les cours théoriques et les stages pratiques dans les différents hôpitaux vis-à-vis de nos élèves parce qu'elle conteste plutôt le programme de l'OAS que nous avons validé avec tous les acteurs. Selon elle, le programme ne permet pas de sortir des anesthésistes compétents. Voilà le problème. Ils font tronc commun. 12 spécialité, on dira comme ça. Chacun ira pour le domaine pointu dans lequel il sera. Mais c'est seulement l'un des compartiments qui aura donc problème, c'est celui attaché de santé en anesthésie-réanimation. Pourquoi justement seulement ce volet-là? Et puis, moi j'ai une question que je me pose. Tout le temps qu'ils ont fait tronc commun, la société savante là, mais ils étaient où? Je ne pense pas que ce sont les étudiants qui par eux-mêmes disent voilà ce que nous on veut que vous nous appreniez. Les curricula et autre chose. C'est pas les étudiants qui les asseyent, les volumes horaires, les cours et tout. Ça, c'est pas les étudiants qui les mettent en place. Et puis, le directeur lui-même dit, Émile Paré dit, que nous avons validé. Ils ont fini de faire leur tronc commun, vous avez validé. Maintenant, la société savante dit non, on conteste parce qu'on trouve que le tronc commun qui a été fait ne nous permet pas de pouvoir avoir des anesthésistes qui sont compétents. Qui a failli dans la chaîne? Ce qui est sûr, ce n'est pas l'apprenant. Mais pourquoi est-ce que c'est lui qui va payer? Maintenant, attention, si c'est vrai qu'il y a un problème de compétence à la fin, si on veut continuer d'aller vite, ça ne sert pas de sortir aussi des attachés de santé en anesthésie qui vont venir et puis les gens vont mourir sur les plateaux. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas forcer parce que c'est sur l'homme qu'on va travailler. Et là, on ne joue pas avec. Donc, si le constat il est vrai et que ça ne souffre pas pour moi de positionnement ou de frustration ou de petites guéguerres, si c'est vrai qu'il y a un problème, il faut maintenant fixer la responsabilité sur le parcours. C'est pas l'étudiant, mais qui, pourquoi est-ce que c'est arrivé et comment on corrige? Je crois que peut-être c'est vers ça qu'on ne va pas et que ça pose problème aujourd'hui. Merci pour ces différentes clés de lecture. C'est une actualité que nous allons suivre pour vous et pourquoi pas convoquer sur ce plateau-là, je dirais, un des acteurs pour mieux comprendre. Nous allons évoluer dans le débat en enroulant le deuxième sujet de cette convocation. Comme on l'a dit en début d'émission, Mohamed Bazoum, ancien ministre de l'Intérieur et candidat du parti au pouvoir, a gagné le second tour au Niger. Alors avec 55,75% des voix devant l'ancien président Mahaman Ousmane qui a lui obtenu 44,25%. Des résultats qui sont aujourd'hui contestés, mais déjà quand on se fie à ce qui a été donné par la Commission électorale nationale indépendante, le Dauphin a gagné face à l'ancien président Bernard Bougma. Pour certains, c'est une victoire sans surprise. Oh, sans surprise, je ne sais pas s'il faut dire sans surprise. Je sais qu'il fait partie des favoris. Voilà, donc il faisait partie des favoris. Et donc, étant donné que il faisait partie des favoris, on pourrait dire conclu sans surprise. Mais étant donné aussi qu'on est en élection, voilà, il faut faire très attention. Mais bon, je comprends ceux qui estiment que c'est sans surprise parce que bon, en Afrique, surtout francophone, quand monsieur bouge, en général, son dauphin passe. C'est pourquoi, avec ou sans fraude ou sans chose, les uns et les autres vont penser également qu'il y a une main derrière qui l'a fait gagner. Bon, bref. Parce que là, c'est le Ghana qui nous avait effectivement servi ce bel exemple, où quand Rawlings a fini son magistère, c'est son opposant qui a gagné. Ce n'est pas son dauphin. Donc ça, c'était également un exemple venu du Ghana. Mais chez nous en Afrique francophone, le Pacha d'ailleurs il reste, il ne bouge pas. Et d'ailleurs on félicite quelqu'un qui a respecté la loi.
Quelqu'un a respecté le feu tricolore, on l'applaudit parce qu'il a respecté le feu tricolore. Non. C'est au vert, il passe, c'est au rouge, il s'arrête. Où est le mérite? C'est la loi. Donc, je vous dis qu'il ne veut pas un troisième mandat, comme s'il avait le choix. Et puis, des gens félicitent qu'il a bien fait, il a fait un bon choix. Donc, c'est comme si en même temps on disait aux autres, bon, vous pouvez tenter peut-être, mais c'est parce que Youssoufou ne veut pas ainsi, sinon il pouvait faire modifier puis rester. Bon, non, il ne faut pas déjà mettre dans la tête que c'est possible, quoi. Est-ce que pendant son magistère, il a contribué à envoyer le Niger à un niveau? Est-ce que les Nigériens sont satisfaits? Est-ce qu'il y a des résultats probants? C'est sur ces questions qu'il faut juger les actions de l'homme. Mais s'il faut juger les actions de nos présidents, à la limite de seulement, il a respecté les termes, il s'en va, il faut le féliciter. Et on perd de vue le quotidien des populations. C'est bon, mais c'est pas arrivé. Maintenant, pour revenir également à votre question, parce que Bazoum, c'était quand même un homme du régime. C'était un homme du régime. Depuis le premier mandat qui a été au cœur de l'actualité politique nigérienne depuis de longues années, et depuis que Youssoufou a été élu président, il est là, c'est son homme clé qui a géré dans les affaires étrangères et tout. Donc ici, ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas la scène politique du Niger. Donc c'est un ancien de cette scène politique-là. Et c'était aussi un des piliers du régime. Et en même temps, c'est aussi quelqu'un qui a eu de la difficulté à se faire accepter, ou qui a aussi jusqu'à aujourd'hui de la difficulté à se faire accepter au Niger. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a beaucoup de problèmes autour de sa personne. Sa candidature a fait l'objet de plusieurs recours devant la Cour constitutionnelle, qui a déclaré ça irrecevable. Et c'est sept candidats à la présidentielle qui avaient déposé la requête aux fins d'invalidation de la candidature de Mohamed Bazoum. Donc, et puis il y a eu plusieurs requêtes. Et à un moment donné, la Cour constitutionnelle a menacé que si jamais quelqu'un revenait devant elle avec encore le même dossier, avec le même contenu, et la personne saura. En fait, à un moment donné, c'était devenu des menaces. Parce que ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois que les recours, effectivement, ont été déposés. Donc, c'est pour que sa candidature soit rejetée, parce qu'il n'est pas perçu comme quelqu'un qui est, voilà, puissant. Bon, le complexe africain, quoi. On acclame Obama, on applaudit Obama. Obama, c'est bien. Sarkozy, c'est français d'Écosse. Donald Trump, qui vient de partir, n'est pas américain d'origine. C'est le grand-père, je pense d'ailleurs, qui s'est installé aux États-Unis. Oui, c'est l'arrière-grand-père, c'est pas très longtemps quand même. Obama, tout le monde le sait, mais on préfère applaudir Obama, c'est bien. Mais quand c'est chez nous, là, non, on n'est pas d'accord, c'est un étranger. Donc, il en a fait des frais aussi au Niger. Donc, si vous avez lutté, et après tout ce qu'il a fait pour le Niger, on a oublié. C'est le sang maintenant qu'on regarde. Donc, il y a eu beaucoup de recours. Donc, c'est aussi quelqu'un qui a ferraillé pour s'octroyer de la légitimité. Maintenant aussi pour que... Voilà. Et il a eu aussi le soutien de beaucoup de Nigériens, dont le président sortant, à qui aussi dont il a été quand même l'un des piliers. Donc, aujourd'hui... c'est pour arriver également à conclure aussi que je suis d'accord ici avec ceux qui disent que c'est sans surprise. Mais comme nous sommes dans un système de compétition, c'est vrai qu'il faisait partie des favoris, mais on ne pouvait pas dire ça va pas aller. Parce que si ça allait comme ça, ils pouvaient plier ça au premier tour, mais ça n'a pas été. Ils sont quand même allés à un second tour. D'accord. Alors, juste pour certains, cette leçon de démocratie est en train de virer à la contestation. Est-ce qu'il faut craindre une crise post-électorale au Niger? Bon, ce qu'on est en train de voir déjà, c'est qu'il y a des contestations qui sont quand même assez fortes. On a des routes qui sont barricadées. On a une expression, je dirais violente, de ce qu'on croit être une victoire, ce qu'on croit être, on va dire l'expression de contestation d'une victoire volée et tout. Mais il y a une réalité. Quand vous voyez, peut-être que pour Bazoum, il est devant aussi une petite surprise, ça il faut le dire de façon très claire, c'est que l'homme pensait pouvoir obtenir d'abord les choses au premier tour, ce qui n'a pas été. Et il a été donc contraint à un second tour, et un second tour qu'il gagne, c'est vrai, avec en gros 56%, des voix je pense 55,7%, voilà, donc avec 56%, mais ça veut dire aussi que c'est pas
il n'écrase pas forcément l'ancien président, et donc il y a une bonne partie des Nigériens qu'il porte dans son cœur et qui ont épousé donc la proposition et l'offre politique du camp d'en face, avec lesquels il va falloir faire. Même quand vous prenez certaines régions à fort défi sécuritaire, son Ousmane, qui est son profondeur, son challenger, a obtenu le double de ses voix. Donc vous comprenez ce que ça veut dire. Et donc il y a même dans la victoire de façon introspective des questions à se poser et puis une réflexion déjà même à mener. Elle paraît intéressante comme victoire, mais ça pose beaucoup de problèmes. Et on se rend compte aussi que à ce qu'on a comme manifestation dans les rues, que ça ne sera pas forcément pour lui un long fleuve tranquille. Il y a beaucoup de Nigériens qui l'attendent au résultat, peut-être qui aujourd'hui sont déçus et donc manifestent leur colère, mais qui attendront que les promesses qui ont été faites et les propositions qui sont celles de Bazoum puissent changer leur quotidien. Ça ne sera pas pour lui un long fleuve tranquille. Mais moi je me dis aussi qu'il y a quand même un peu de logique dans sa victoire. Parce que quand vous regardez, pour ne pas rappeler ce que Bernard disait, Bazoum quand même, il est cofondateur du PNDS, le parti de Issoufou, qui a décidé de quitter le pouvoir depuis 90. Donc il est dans l'opposition depuis, et c'est un proche ami du président, donc il a eu tout le temps de pouvoir se faire. Il a été ministre de l'Intérieur, si ma mémoire est bonne et tout. Donc c'est quelqu'un qui est une figure, une pierre angulaire, et qu'il a été de ce pouvoir-là, d'une façon ou d'une autre. Mais il a eu une chance, c'est de n'avoir jamais été éclaboussé par tous les scandales qu'il y a eu, corruption et autres. Donc il a au moins peut-être ce visage du monsieur clean. Ça compte aussi beaucoup. Maintenant, vous êtes dans une sous-région où la plupart des présidents sont piqués par les changements de constitution. Vous êtes le choix de quelqu'un qui dit après deux mandats, je m'en vais. Vous ne venez pas faire la cassure. Vous faites la continuité. Peut-être que vous allez casser après, mais pour l'instant, c'est bien de pouvoir compter pleinement sur comment on appelle ça, disposition à vous accompagner et à vous soutenir. Sinon, il y en a plein qui après disent, bon, vous avez vu celui que moi j'ai désigné là, lui-même ça va pas, donc je vais revenir. Ça on l'a vu. Donc il est dans la continuité, mais c'est ce qui fait peur aussi aux Nigériens. Continuité avec de forts défis sur le plan économique, de forts défis sur le plan sécuritaire, où même dans l'offre sécuritaire, il y a encore des scandales sur les questions de corruption. On a vu les détournements qui ont été mis à nu sur la place publique, qui faisaient vraiment pas bon à entendre pour notamment l'administration nigérienne et surtout les autorités nigériennes, qui cela n'était pas bon à entendre, parce que dans un moment où vous êtes aussi acculé avec des terroristes et tout, ce qui est dévolu pour renforcer l'armement, si vous le passez par vos poches et puis ce qui en sort après pour payer, ça devient compliqué, c'est difficile à comprendre pour les Nigériens. Donc quand vous dites je vais m'inscrire dans la continuité, les gens voient aussi les tares. Donc de quelle continuité on parle? Est-ce qu'il aura le courage de casser avec les anciens démons comme on connaît? Parce que vous êtes ensemble dans un camp. Il y a un président qui s'en va, vous venez vous asseyez avec son aval et tout et tout. Est-ce que vous pensez que vous pouvez dire non à ceux-là qui se servaient dans les caisses et que peut-être que le président regardait sans dire mot, ou pour lesquels il avait des problèmes peut-être à avoir à entrer dans des mesures qui soient punitives et de nature donc à couper le cordon avec ces messieurs? Est-ce que vous pourriez le faire si le président ne l'a pas fait? Donc c'est beaucoup de questions peut-être que les Nigériens se posent aujourd'hui, mais je reviens encore pour dire que quand on regarde les 39% au premier tour et que après c'était Ousmane, il y a déjà un écart, 39%, 17%. Et vous prenez le troisième et le quatrième qui rallient le camp de Bazoum. C'est vrai que quand on donne en Afrique, quand on dit ok, vous m'avez voté, au second tour je vous demande de voter telle personne, ce n'est pas forcément arithmétique le calcul. Et quand vous regardez de 39 à 57, si le rapport de voix s'était fait de façon arithmétique, Bazoum devrait même s'en sortir avec beaucoup plus. Donc ça veut dire que même les troisième et quatrième qui ont demandé de voter Bazoum, les
cet électorat-là, les consignes de vote n'ont pas été respectées. Donc, parmi ces personnes-là, il y en avait même qui disaient, bon, écoute, c'est vrai que je t'ai voté, c'est pas toi, mais ça ne sera pas Bazoum, quoi. D'accord. Alors, vous avez dit ce que ça veut dire. D'accord. Vous avez tantôt parlé du bilan du président sortant, pour ne pas dire le président sorti, Mahamadou Issoufou. Alors, quels sont aujourd'hui les défis de Bazoum, Bernard Bougma? Le premier défi, c'est la question sécuritaire et la question de la lutte contre le terrorisme. Donc, premier défi, sécuriser le Niger, faire en sorte qu'effectivement tout devienne calme et que les Nigériens puissent aller et venir comme ils veulent. Mais là, ça ne va pas être de lui seul. Ça ne va pas être de lui seul parce qu'il y a d'autres États voisins. Il y a le Nigeria où Boko Haram fait parfois des excursions. Il y a le Mali, il y a le Burkina, parce que d'ailleurs quand on parle de la région des 3 frontières, c'est Mali, Niger, Burkina, qui est les 3 frontières où effectivement c'est compliqué. Donc c'est déjà ce défi-là. Mais en même temps, la question du développement du Niger, qui a un sous-sol très riche, de l'uranium à ne pas finir, et puis bon, avec ce qu'on a comme également retard et tout. Vous avez vu la question de l'avion présidentiel qui avait défrayé la chronique. Donc, c'est aussi contribuer à l'épanouissement des Nigériens. Donc, sécuriser et puis créer le développement. Je pense que si ces questions sont réglées, bon, ça va. Parce que sur les questions de réconciliation, ils n'ont pas véritablement trop de problèmes comme un pays, la Côte d'Ivoire, le Burkina, non. Parce que bon, ils ont pu solder en tout cas un certain nombre de comptes et passer à autre chose. Et donc, sur ce plan-là, oui. Maintenant, l'autre défi, c'est que lui-même, il doit se réconcilier lui-même et puis les Nigériens. Donc, parce que quand beaucoup de candidats viennent déposer recours contre votre candidature, sur la base du doute qu'on a de votre nationalité par rapport à la Constitution, alors que vous avez été cofondateur d'un parti depuis les années 1990, vous avez plusieurs fois été vice-président de l'Assemblée nationale, vice-président d'abord de l'Assemblée, plusieurs fois député, plusieurs fois vice-président de l'Assemblée nationale, il a même été président de l'Assemblée nationale, il a fait partie du Parlement de la transition du Niger, donc c'est beaucoup de contributions au niveau du Niger. Et maintenant, ministre des Affaires étrangères, après ministre de l'Intérieur, donc plusieurs fois également ministre. Et donc c'est quand même c'est un parcours tout de même, voilà, qui a aussi enseigné, parce qu'il est philosophe à l'origine, donc enseignant, qui a aussi enseigné des jeunes, des enfants du Niger, et qui a fait partie du syndicat des enseignants du Niger, donc qui a lutté également pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des Nigériens. Donc j'ai dit, il y a quand même un contenu, il y a un parcours. Et quand il avait été mis aux arrêts avec Issoufou et d'autres, il avait été arrêté en son temps. Est-ce qu'on avait ressorti que bon, il faut libérer l'étranger, il va partir? Bon, ils disent que c'est sur la base de la Constitution, je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais en même temps, ce qui fait que, compte tenu aussi de la manipulation des hommes politiques, il a aussi à pouvoir faire en sorte que sa légitimité puisse être effectivement s'imposer. Et ça va être aussi un défi énorme pour lui. Parce que, si des candidats sont arrivés à déposer recours, c'est sûr qu'ils vont instrumentaliser une telle situation. Alors que le Niger oublie que la Côte d'Ivoire n'est pas loin. Beaucoup de sang versé, beaucoup, juste pour un seul individu, et qui finalement, vous n'avez pas pu empêcher qu'il vienne. Donc, trop de bruit et beaucoup de sacrifices et beaucoup d'énergie dépensée pour rien, qui aurait mieux servi à construire la Côte d'Ivoire plutôt qu'à barrer quelqu'un. D'accord. Au Niger également, il y a ce risque-là. Mais il faut que les Nigériens se réveillent et se disent que si on a pu applaudir Obama, on peut également accepter chez nous. Encore qu'il a, comme on appelle, toute une contribution sur le plan social et politique au Niger. Alors, Bernard Bougma a surtout insisté sur le défi sécuritaire. Et sur ce terrain-là, il faut dire que le Niger est un allié stratégique pour le Burkina Faso dans le cadre du G5 Sahel. Oui, c'est vrai, allié stratégique, mais moi je pense que Bernard est revenu de façon sur la question des défis sécuritaires. Ça, on va dire que c'est l'apanage de tous les pays qui sont concernés aujourd'hui par les questions de terrorisme, mais en même temps il faut y ajouter aussi les questions de développement. Je pense que Bazoum aussi a une chance, c'est qu'il vient après Issoufou, qui a pu consolider quand même beaucoup de choses sur le plan de l'offre et de l'embellir sur le plan économique. Vous vous rappelez qu'en 2012 ils avaient quand même atteint
un taux de croissance à 10 chiffres, c'était 10,2%, ce qui n'était pas rien, même si après c'est très vite retombé. Même quand vous regardez, malgré la maladie à coronavirus, le Niger fait partie des rares pays qui ont pu maintenir leur taux de croissance positif, et donc ça aussi ce n'est pas rien. Mais c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits et dans les secteurs primaires et tertiaires, et puis vous voyez en matière d'offres infrastructurelles, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Donc c'est un peu dans ce confort sur le plan macro là que part Bazoum. Maintenant il y a aussi des défis, c'est celui de par exemple de la dette. Je pense que quand vous parlez de ce déficit en la matière, c'est l'un des rares pays aussi qui ne respecte pas les critères de convergence qu'on a, qui sont de 3%. Je pense qu'eux, ils excèdent de 0,2, donc 3,2% si ma mémoire est bonne. Donc ça veut dire que là-dessus, il va vraiment falloir donc travailler. Et puis, il y a aussi une économie à diversifier, parce qu'ils sont fortement dépendants de certains coûts au niveau mondial de matières premières, parce que c'est aussi ce sur quoi est arrivée aussi cette économie-là. Donc, il y a un souci et une obligation de diversification qui sera peut-être pour moi l'un des défis de Bazoum. Mais je dis, il va quand même avec un certain confort qui a été celui de Issoufou, quoi qu'on dise, pendant ces 10 années. Le taux de croissance, il est un peu moyen, il est à un peu plus de 4 à 5% quand vous regardez de 2016, donc il est venu en 2011, non? Mais voilà, 2011 jusqu'à 2020. Donc ça veut dire que c'est vraiment pas rien. Il ne prend pas un pays qui a plongé et qui doit chercher à faire remonter, non. Il est en train de prendre un pays qui est dans une bonne dynamique, et ça pour moi c'est déjà bon. J'ai dit c'est très important, parce que les questions de développement vous permettent de contrer les terroristes, parce que l'évolution et la progression du terrorisme là tient compte de ce qu'il y a un non-État où beaucoup de populations se sentent oubliées, parce que le développement ne vient pas vers eux, où il n'y a pas d'infrastructure, les jeunes ne trouvent pas d'emploi, où les jeunes se sentent désœuvrés. Ça, c'est le nid du recrutement du terroriste. Donc, quand vous avez cette offre-là qui commence à gagner tout le pays, ça commence aussi à travailler dans la tête, et c'est difficile d'avoir des niches comme des niches dormantes comme le font souvent les terroristes. Et pour moi, ça, c'est très important. Maintenant, si vous avez continué aussi dans des dépenses qui sont forcément intéressantes dans le domaine de l'armement, et que une bonne partie reste dans les poches des gens, si vous ne venez pas régler cette question de corruption-là, je ne pense pas que les choses puissent changer. Continuité, c'est vrai, mais pour ce qui est positif que Issoufou a pu apporter au Niger, mais pour l'État, surtout le secteur de la question de la corruption, il va falloir qu'il serre les dents et fasse le nettoyage. D'accord, merci beaucoup. Et pour le Niger, il faut juste ajouter que ces résultats doivent être ensuite validés par le Conseil constitutionnel. Merci pour ces différentes clés de lecture. Je vous dis merci. C'est sur les propos du juge Var que nous allons mettre un point final à cette convocation. On se donne rendez-vous demain pour la 4e et l'avant-dernière convocation de la semaine pour d'autres actualités à juger. Excellente journée en compagnie des médias leaders Truth TV, Watt FM.